j'ai l'honneur d'accueillir donc trois protagonistes aujourd'hui pour m'accompagner dans cette table ronde. Donc Marco, peut-être que tu peux nous rejoindre, Karim et Guillaume. Et on va peut-être commencer par un petit tour de table pour que vous puissiez bien situer qui va intervenir dans cette table ronde et d'où ça parle un peu. Et donc, ça parle déjà du Québec. Et donc, peut-être, Marco, tu peux commencer. Tu nous viens tout spécialement d'un autre continent. Donc, oui. Et peut-être que tu peux te présenter et ensuite, on démarre. Oui, bonjour. Marco Noël. Je viens de la ville de Québec, au Canada. Je suis sûr que vous reconnaissez l'accent à 100 000 à la ronde. Je suis Offering Manager pour Watson Speech. Nicolas m'a invité ici pour parler de l'intelligence artificielle, IBM Watson en général et des cas d'usage où on utilise la technologie de Watson chez plusieurs clients. Et donc ensuite, nos amis de Ernst & Young, venus en force aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Guillaume Laskowski. Alors un petit peu moins exotique, je suis de la région parisienne. En deux mots, donc je suis associé de partner dans les équipes advisory chez EY. Mon parcours, j'ai travaillé donc principalement dans l'industrie pendant 6 ans. Depuis ensuite, ça fait 12 ans que j'accompagne les clients dans leur transformation. Et je pense que ça ne vous avait pas échappé. Depuis 3, 4, 5 ans, 4 ans vraiment maintenant, il y a des vrais leviers technologiques qui se déploient, digitaux, qui peuvent se déployer, type RPA, vous en avez sûrement entendu parler, j'imagine, et l'intelligence artificielle. Le but aujourd'hui, c'est 2 choses. C'est principalement de démythifier ces sujets, de les présenter de manière simple et qu'on puisse bien s'aligner sur leur compréhension. Et puis présenter aussi des cas d'usage, et notamment bien sûr dans la relation client. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Merci Nicolas pour l'invitation. Donc, moi je suis Karim Benjemia, je suis associé chez EY. Je m'occupe des activités digitales d'EY à Paris. Donc on accompagne un certain nombre de nos clients en France, à l'international, aussi des administrations publiques, des grandes entreprises évidemment, dans leur transformation digitale, dans leur grand programme d'innovation. Donc on les accompagne à lancer des nouveaux business et on les accompagne dans leur transformation digitale. Donc c'est tirer le plein potentiel de toutes ces grandes vagues technologiques qu'on est en train de vivre. L'IA, le RPA sont des sujets évidemment qui préoccupent, intéressent beaucoup nos clients parce qu'ils sont source de plein d'opportunités, pas mal de peur aussi autour de ces sujets, à la fois pour nos clients mais aussi pour leurs clients. On pourra parler j'espère, de la place de l'humain dans tous ces sujets d'IA et de RPA. Donc voilà, ravi d'être ici pour échanger avec vous sur ces sujets passionnants. Alors merci à tous. Alors moi, le premier projet que j'ai accompli en rentrant alors tout d'abord dans le groupe Sitel, c'était un projet de RPA. Donc je me souviens, il y avait un dossier sur le bureau d'Olivier Camino, il fallait automatiser des choses. C'était avec une marque telco rouge. Alors tout à l'heure on a vu du orange, donc petit clin d'œil à nos amis de SFR. Et donc l'idée était de pouvoir automatiser tout un nombre de clics un peu inutiles au sein d'un processus. Et on a mis en place cela. Également pour une autre marque, était de pouvoir empêcher d'enregistrer les numéros de carte bleue dans le cadre d'un périmètre PCI DSS que certains d'entre vous adorent, voilà, de pouvoir empêcher. Donc on détectait de façon très visuelle les écrans de saisie de carte bleue et on empêchait à ce moment-là d'enregistrer la voix et ensuite on reprenait l'enregistrement. Donc ma première question va à nos amis de EY, donc Guillaume et Karim. Pouvez-vous nous clarifier un petit peu cette notion de RPA et en quoi c'est différent de l'IA? Alors le RPA, donc premièrement c'est un acronyme qui signifie Robotics Process Automation. Et pour démythifier le sujet, donc c'est pas un robot, donc on va pas attendre R2D2 qui va venir répondre aux clients. C'est bien une solution. Donc ça c'est la première réalité. Derrière c'est une solution, un logiciel qui a 2 caractéristiques majeures. La première, c'est que ça vient s'insérer dans l'environnement applicatif existant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à recréer tout un environnement, il n'y a pas à remodifier les SI ou les legacy existants. Ça vient vraiment s'insérer dans l'environnement qui existe. Le deuxième point important, c'est que ça vient imiter ce que fait l'humain.
Donc le robot n'a pas vocation à créer des choses toute seule. On en touchera un peu plus un mot avec l'IA qui permet d'aller un cran plus loin. Le RPA, ça permet d'automatiser les tâches en faisant ce que fait l'humain, mais en le faisant de manière plus rapide, de manière systématique. Et lorsqu'il ne sait pas faire, il reroute vers l'humain. Concrètement, pour mettre un exemple très concret, c'est ce qu'on va essayer de faire tout du long, d'illustrer un petit peu. Le cas classique d'un collaborateur qui arrive le matin, qui ouvre sa boîte mail, qui reçoit 5 fichiers Excel qui proviennent de 5 pays différents. Il doit prendre cette information, la consolider, faire quelques petits checks métiers, même des checks peut-être de cohérence, et les exporter dans le CRM. Sujet qui doit toucher au moins 10 collaborateurs parmi toutes vos entreprises. Ça, aujourd'hui, un robot peut le faire. C'est-à-dire agir comme l'humain, ouvrir l'email, ouvrir Outlook, regarder si jamais il y a bien les bonnes informations. Si jamais elles sont manquantes, renvoyer au collaborateur directement, traiter l'email, consolider l'information et l'exporter dans un système. C'est une réalité qui peut se faire aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer le RPA. L'AI, on va en parler un petit peu plus loin derrière également, et notamment Marc pourra également compléter par rapport à Watson. L'intelligence artificielle, dès qu'on est dans un environnement, alors déjà c'est un chapeau très large, il y a beaucoup de technologies derrière. On en a mis ici une petite illustration avec la vision artificielle, l'algorithmie, le machine learning. Je dirais que si on parle d'automatisation, un des sujets qui vient assez naturellement, mais il y en a vraiment d'autres, c'est le machine learning. Et peut-être encore une fois pour illustrer concrètement, si on est dans un environnement où les tâches peuvent être automatisées parce que la règle de gestion est connue ou peut être connue, le RPA est parfaitement fait pour ça. Et dès qu'on est dans des sujets où l'information est mouvante, pas forcément tout de suite bien identifiée, l'intelligence artificielle va venir compléter cette automatisation. Super, merci pour ces clarifications. Petite question à Marco. Donc, du coup, Watson, c'est du RPA, c'est de l'IA? Watson, c'est de l'IA. En fait, c'est une collection de services d'intelligence artificielle, de services cognitifs, pouvant aller à la reconnaissance du langage naturel, ce qu'on appelle le Natural Language Processing, pour reconnaître les intentions de l'utilisateur. Ça peut aller dans la reconnaissance d'images, ça peut aller dans la reconnaissance de la voix, et ultimement, ça peut aller aussi au niveau de l'intelligence dans la compréhension de textes non structurés, que ce soit des documents ou on parlait de email éventuellement, d'être en mesure d'extraire des observations clés de certains documents et ensuite de mettre en place un processus intelligent, décisionnel selon les observations clés. Moi, j'étais à Miami pendant l'ouragan Dorian, et donc on avait les applications Weather de Powered by IBM qui simulent les trajectoires. Donc tout le monde était arrivé sur ces simulations pour essayer, donc là, effectivement, de la détection d'intention au niveau du langage. Et on va prendre un exemple un peu plus concret tout à l'heure. Et puis du prédictif, que ce soit pour la météo, mais aussi, je sais qu'à Roland-Garros, certains d'entre vous qui ont peut-être la chance de visiter un peu les coulisses de Roland-Garros, donc c'est assez impressionnant de voir les équipes. Alors il n'y a pas que IBM, mais en tout cas qui font toutes les statistiques autour des matchs. Et peut-être une anecdote à partager sur ce sujet? Oui, récemment, IBM, en partenariat avec Roland-Garros, est en mesure de sortir ce qu'il appelle les top 10 des meilleurs moments à chaque jour, selon la reconnaissance visuelle. Si le joueur de tennis fait un fist pump combiné avec la foule qui crie, sont en mesure d'extraire des highlights. Et si vous aviez l'application mobile de Roland-Garros avec Watson, vous pouviez regarder ces highlights-là. Et si vous comparez ça avec une chaîne sportive, le match est surprenant. Ils disent hey, « ouais, Nadal a fait un passing tel endroit ». Watson, lui, il l'avait déjà détecté au moment où l'événement s'est produit. Et selon l'intensité, il fait une classification et à la fin de la journée, dans l'application mobile, vous pouvez les voir, ces highlights-là. Fait que c'était assez impressionnant. Donc voilà, donc ça nous permet un peu de voir les différentes potentialités qu'on peut avoir. Mais maintenant, plus concrètement, et peut-être, Karim, on peut revenir sur le sujet peut-être du RPA
quels sont les principaux cas d'usage? Est-ce que peut-être vous pouvez nous décrire un peu un cas d'usage et comment c'était avant et comment ça a été ensuite après, et qu'est-ce que ça a apporté comme ROI? On parle de ROI très intéressant sur le RPA. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, absolument. Peut-être deux mots avant de répondre directement, Nicolas, à ta question, mais je pense que RPA et IA, il ne faut pas nécessairement les opposer. Tout ça, ça fait partie en fait d'une famille de technologies, de méthodes qui visent à rendre la machine plus intelligente, c'est-à-dire capable de capter un certain nombre de données, voilà, d'interagir avec un environnement. Donc on a parlé de speech to text, donc voilà, c'est comment je capte des patterns et je les transforme en texte, comment je fais de la reconnaissance d'image, comment j'utilise les techniques de machine learning, de deep learning. Donc le RPA, c'est une brique technologique qui participe à ce mouvement global d'essayer finalement de rendre la machine plus intelligente, d'essayer de simuler ce que la machine n'a pas encore réussi à faire, à savoir le cerveau humain, donc en captant des données et en interagissant avec un écosystème. Le RPA a ceci de très intéressant, c'est que c'est plutôt une technologie qui connaît aujourd'hui un bon niveau d'acceptation. Je vais reparler de l'humain, notamment en fait, on va parler de la relation client dans un instant, mais notamment parce que ça a été beaucoup déployé, notamment par les directeurs financiers chez beaucoup de nos clients, par les DRH, par les achats, pour automatiser un certain nombre d'activités très répétitives à plutôt faible valeur ajoutée, perçues par les opérationnels comme quelque chose de déshumanisant. Nous, on a un motto derrière le RPA, c'est que quelque part le RPA est là pour enlever le robot de l'humain. Voilà, quand on fait des tâches très répétitives toute la journée, qui sont très mécaniques et voilà, ça peut être vécu au contraire comme quelque chose de très positif, comme un outil qui va améliorer la productivité d'un opérationnel et qui va lui permettre de se concentrer sur d'autres choses. Donc aujourd'hui, juste peut-être pour que les gens positionnent bien, c'est quoi un peu les technos phares autour du RPA? C'est quoi le top 5? Il y a les usual suspects, il y a Blue Prism, il y a UiPath, Automation Anywhere. C'est les trois principaux aujourd'hui qui sont. Ok. Et donc concernant un use case concret autour de la relation client, est-ce que vous pouvez donc nous présenter un cas d'usage mis en place? On accompagne pas mal de clients sur le déploiement de technologies de RPA dans le cadre d'un projet de transformation, notamment dans le cadre de la relation client. Le projet un peu emblématique qu'on voulait vous présenter, aujourd'hui, il est fait pour un opérateur telco qui n'est pas français, donc j'ai cru voir des gens d'Orange et d'SFR dans la salle. C'est pour un grand opérateur international hispanophone et hispanophile. Voilà, je vous laisse deviner de qui il s'agit, qui a lancé un vaste programme de RPA appliqué à ses centres d'appel, autant pour le marché résidentiel que pour le marché entreprise. Alors plutôt que des mots, on a une petite vidéo, donc on va peut-être, je te laisserai après illustrer Guillaume. Et vous commentez? D'accord. Alors je vais essayer de. Vous voulez que vous me dites quand je démarre? Tu peux y aller, on va commenter en même temps. Ce qu'on voulait illustrer, c'était donc un cas concret dans le centre d'appel. Sur la partie gauche, c'était le processus tel qu'il était opéré auparavant. Sur la partie droite, vous verrez ce qui a été fait aujourd'hui une fois que c'est robotisé. Le cas en question, c'est la désactivation de l'ICC, donc activation ou désactivation de l'ICC, donc la référence pour la carte SIM. Le processus, donc, dans l'environnement dans lequel étaient travaillés les collaborateurs, il y avait 205 clics à opérer durant cette opération et 65 fenêtres à ouvrir. Alors, avec un client au téléphone en même temps, en train de gérer la relation avec la personne et en même temps devoir faire ces opérations. Donc ça peut interpeller. Honnêtement, je pense qu'ils étaient ils sont de fait d'un niveau de maturité assez faible avant le projet,
malgré tout, c'est une réalité qui existe dans beaucoup de centres d'appel, de devoir gérer toutes ces interactions. Donc on voit, ce qui est intéressant, sans regarder le détail, c'est qu'il est obligé de saisir ces informations sur les différents écrans. Il est également obligé d'avoir un espèce de notepad, un TXT, pour pouvoir faire les opérations de copier-coller. C'est pareil, hein, c'est du basique, mais c'est la réalité. Et malheureusement, faire ces opérations, ça prend du temps. Le risque d'erreur, vous le voyez parfaitement, il est assez important. Et donc, au fur et à mesure de cette opération, le collaborateur doit faire ses 405 clics sur 62 fenêtres. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Je pense que le message ou la démonstration est suffisamment claire. Ça fait un peu mal à la tête. Ça fait en plus un peu mal à la tête. On était obligé de l'accélérer. Hein. C'est 5 à 7 minutes réellement pour le collaborateur. On l'a mis en 2 minutes là. Alors, je mets en pause et je donne taux de départ sur voilà, donc, ce que vous avez fait. Ce qui a été fait. Donc, ce qui est important, c'est qu'au-delà du RPA, il y a toute une plateforme, une interface qui est venue entre les systèmes legacy et le RPA. Donc ce qu'on va voir tout de suite dès le premier onglet, c'est qu'il y a un environnement déjà qui a été structuré. Donc on parlait tout à l'heure de repenser le process, repenser le parcours du collaborateur, et, enfin déjà du parcours client et comment ça se retraduit pour le collaborateur. Donc il a ces 5 premières portes d'entrée qui vont lui permettre de naviguer. Derrière chacune de ces portes d'entrée, il y a effectivement du robot qui va venir automatiser toutes les tâches. Donc là, ce qu'on voit, ce n'est pas le collaborateur, c'est le robot qui va saisir toutes ces informations une fois que la donnée a été collectée. Il va remplir tous les champs qui ont été restructurés, repensés, et le robot va venir faire le processing. Exactement. Là, on est obligé de ralentir, évidemment, pour la démonstration. Donc, le robot va faire ses opérations pendant un temps plutôt très court, et surtout, le collaborateur peut avoir des échanges de meilleure qualité avec le client, ne plus avoir à se préoccuper, à devoir switcher entre toutes ces fenêtres en même temps, pour directement viser la cible et regarder surtout, se focaliser sur les quelques points qui ne pourraient pas être gérés par le robot. C'est ça qui est important. On parle de collaborateur augmenté, on sort l'humain ou le robot de l'humain. C'est vraiment le faire se recentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée. Alors c'est un motto que tout le monde a en tête depuis très longtemps. La réalité, c'est que maintenant, il y a vraiment les outils pour le faire. Donc, une fois que l'opération est finie, donc aujourd'hui, une opération qui prenait 6 minutes, c'est fait en 1 minute, avec 1 minute de temps de qualité et d'échange bien supérieur à ce qui était fait avant, et une simplification pour le collaborateur. C'est ça aussi qui est important, c'est en termes d'expérience pour le client, évidemment, un temps bien supérieur en termes d'échange pour cette problématique, et pour le collaborateur, voilà, il y a beaucoup plus de facilité, beaucoup plus d'agilité, et on n'est plus obligé de se concentrer à la fois sur la conversation et en même temps sur la gestion de ces différents copier-coller notamment. Et il y a un autre aspect qui est intéressant dans l'analyse ROI sur un projet de type RPA, c'est qu'on pense assez rapidement à, on va dire, la machine qui va plus vite que l'homme, mais il y a aussi le coût, l'évitement des coûts de transformation. C'est-à-dire combien coûterait, alors je ne sais pas ce qui est derrière ici, si c'est du SAP ou si c'est une application in-house de votre client, mais combien coûterait un projet de refonte au lieu de faire un portail comme ça qui vient un peu en surface des applications existantes? Alors c'est vrai que pour ce client, le business case de lancer tout ce programme d'automatisation d'un certain nombre d'activités du centre d'appel a eu un super ROI, parce qu'effectivement, alors la démonstration est un peu caricaturale. On a pris évidemment un process où on passe de 6-7 minutes à 1 minute, mais il y a des tas de process sur lesquels on peut gagner pas mal de productivité. Ce qui contribue effectivement à la rentabilité globale de ce projet-là, c'est notamment aussi effectivement un existant où, vous l'avez compris, il y avait pas mal d'applicatifs métiers, où le chargé de clientèle devait switcher entre pas mal d'écrans pour réaliser ce type de processus. Là, on est sur un business case où on a un retour sur investissement en à peu près 1 an. Et c'est un programme qui est mondial. Voilà. Évidemment, si on veut... vous avez tous vu des refontes de gros programmes de CRM, de RP, etc. Je ne vais pas citer les éditeurs derrière, mais on sait tous que c'est évidemment des projets, si on veut intégrer beaucoup plus des systèmes les uns avec les autres, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de risques que ça glisse, que ça échoue. Là, l'intérêt de ce type de technologie, c'est que ça ne nécessite pas de refonte lourde
de systèmes existants. Il y a un petit peu d'adaptation au niveau des API, je ne vais pas rentrer dans les sujets très techniques, mais ça reste extrêmement léger comme programme et donc avec des ROI très courts. Alors, juste nous, pourquoi on s'intéresse particulièrement au RPA chez INSO? Pour une raison bien particulière, c'est qu'on essaie de gommer le plus possible les contraintes d'intégration avec les systèmes existants. C'est ce qui vient nous ralentir dans les projets. On a évoqué le cas avec Jean-François tout à l'heure sur Orange. Un des facteurs clés de rapidité, c'est d'éviter que quelqu'un nous dise côté DSI, vous voyez, nous on pourra commencer à faire la première ligne de code dans 6 mois, donc repasser. Donc du coup, pour faire venir les données du système d'information dans INSO, il y a un premier défi. Donc là, on a des outils un peu intelligents qui permettent d'importer sans avoir à développer des lignes de code côté client. Mais ce qui est intéressant, c'est la boucle retour. Ce qui se fait dans INSO, c'est une valeur clé, c'est de la data qui vous appartient. Et vous pouvez vouloir alimenter d'autres applications que vous ne voulez pas forcément exposer à vos conseillers, parce que ça va leur faire perdre du temps, mais réalimenter des data factories, c'était le cas pour tout à l'heure pour Orange, mais également réalimenter des outils métiers. Et donc cette technique du RPA est très intéressante et notre équipe R&D travaille activement sur le sujet. Revenons à l'IA et j'aimerais te challenger un petit peu, Marco, en te demandant, il y a un sujet sur lequel beaucoup d'entre nous se cassent un peu la tête, qui est très compliqué, c'est l'automatisation des emails. Alors c'est compliqué, c'est du texte long, parfois multi-intentionnel, comme on dit, avec beaucoup de bruit sémantique, comme disent les experts. C'est-à-dire que globalement, vous pouvez très bien voir les 10 premières lignes du texte qui n'ont rien à voir avec l'intention première du mail, qui est de faire une réclamation et autres. Est-ce qu'on peut vraiment automatiser sur tous les canaux, et en particulier sur l'email? Quelles sont les limites de l'IA en général, et Watson étant un acteur fort sur le marché? Oui, oui, la réponse c'est oui. On peut automatiser le processus de traitement d'email. Comme je parlais plus tôt, il y a un processus de reconnaissance de l'intention. C'est que dans le cas typique de Crédit Mutuel, il y a d'abord une reconnaissance du texte au niveau non structuré. C'est qu'il faut vraiment impliquer les experts auprès du client et dire, voici 100 emails typiques que je reçois des clients. Il faut faire de la notation pour dire, est-ce que je désire identifier les produits spécifiques? Mettons que, je ne sais pas, moi, j'ai 120 produits. Il faut que je sois en mesure de bien classifier de quel produit je parle et qu'est-ce que le client demande, détecter l'intention. Et Crédit Mutuel utilise ce qu'on voit à l'écran, c'est un produit qui s'appelle Watson Knowledge Studio, qui, en fait, une fois qu'ils font la notation, crée un engin de machine learning selon cet apprentissage-là qui va automatiser à chaque fois qu'un email va arriver dans la boîte d'arrivée, cet email-là va être envoyé dans l'engin et qui va vraiment traiter et identifier les observations clés, les insights. Et selon les insights, le client va décider, est-ce que je vais tout simplement fournir une réponse, je vais formater un courriel avec, mettons que la personne demande, je voudrais avoir de l'information sur le produit ABC, il va être en mesure de fournir une réponse comme prédocumentée et de immédiatement envoyer cette réponse-là. Mais si la personne dit « je suis très insatisfait du produit ABC parce que », ainsi de suite, dans les annotations, on va être en mesure de détecter non seulement de quel produit, mais aussi le ton, le sentiment général et de décider dans le processus décisionnel de l'automatisation, est-ce que je vais rediriger ce courriel-là vers le conseiller qui s'occupe du produit ABC et dire ce client était satisfait pour telle raison. Et en plus, on peut automatiser, aller chercher des informations. Si c'est un client existant,
le courriel dit « Oh, c'est Monsieur Marco Noël ». Monsieur Marco Noël, ça fait 12 ans qu'il est chez nous et il utilise le produit ABC depuis 6 mois et ainsi de suite. Et il peut prendre toute cette information-là et l'envoyer à une personne ressource qui va voir le email, mais aussi les informations du client et prendre action immédiate, dire « Oh, c'est important », plutôt que de dire « Oui, bonjour Monsieur Noël, c'est à quel sujet ?» Et là, le niveau de frustration, c'est parce que je vous ai tout écrit ça dans un email et vous me demandez c'est à quel sujet. La personne peut dire oui, vous avez écrit à propos de ça. Je sais que ça fait 12 ans que vous êtes avec nous. Ça fait 6 mois que vous utilisez ce produit-là et ainsi de suite. Et j'ai fait des recherches et voici ce que vous devriez faire. Vous n'avez pas le bon produit et ainsi de suite. Alors, ça augmente de façon significative la productivité de l'agent, mais aussi les emails informationnels, on est en mesure comme d'automatiser les réponses quand c'est des questions très basiques. Et c'est le cas, entre autres, de Crédit Mutuel, où on voit qu'ils traitent environ 350 000 emails par jour à travers 5 000 agents, et ils ont été en mesure de réduire de 50 % en automatisant certaines des réponses quand c'est très basique. Et la personne n'a pas à attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Là. Quand c'est automatisé, oui, voici la réponse. Ah, vous demandez de l'information sur ce produit-là. Et en plus, si on envoie de l'information personnalisée comme mais je vois que vous utilisez déjà ce produit-là, mais j'ai un produit qui est meilleur selon votre contexte familial, selon votre contexte d'emploi. Fait que vous êtes non seulement en mesure de personnaliser la réponse et de dire un de nos conseillers va vous contacter à propos de tel produit qui serait plus efficace pour vous. Alors, ça, c'est un cas très complexe. Alors, Marco, donc un projet de ce type, ça commence. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'un projet RPA, ça commence beaucoup par une analyse vraiment de toutes les étapes d'un projet, du processus. Un projet d'IA, alors aussi, c'est une réalité un peu plus très large, mais ça commence surtout par de l'analyse de la donnée. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est typiquement, ce n'est pas la gestion des emails, ce sont les équipes qui vont faire la phase d'apprentissage. Donc ça commence par ça. Donc ils vont prendre des échantillons d'emails et ils vont poser manuellement dans un studio, alors, sous forme de glisser-déposer, des tags qui vont, on va dire, mapper les intentions sur des façons de s'exprimer des gens dans les emails. Et au bout de cette phase-là, on commence à avoir un échantillon donc, représentatif et valide. On le reteste en permanence et c'est là qu'on va avoir des épisodes de machine learning. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est dans le cas que tu cites, il y a certains emails qui n'arrivent jamais aux conseillers parce qu'ils sont répondus, parce qu'avec une intention simple. Et donc du coup, là, on n'épuise pas l'intelligence du bot. Le bot sait répondre assez facilement. Je suis intéressé par le projet A, par le produit A, tel que tu l'as cité. Réponse automatique, ça n'arrive jamais. Et puis, des cas plus complexes où, effectivement, on est plus sur de l'aide à la réponse avec, quelque part, je t'extrais le résumé de quoi ça parle. Et en particulier, si on l'escalade un expert, tel que tu le racontes, on peut avoir un expert qui a enfin un contexte et qui ne va pas faire une réponse un peu à côté de la plaque. Et on a dit tout à l'heure que c'était entre les Pierre, Paul, Jacques, Marie qui interviennent dans les centres de relations clients, c'est important. Toi, ta spécialité, c'est sur la voix aussi. Il se passe beaucoup de choses sur la voix en ce moment, sur l'analytique. Tu peux peut-être en parler. En quoi c'est différent de l'email? En fait, le traitement de la voix, présentement, ce qui est en essor, c'est les gens qui ont des chatbots et qui disent, moi, la prochaine étape, c'est que je veux l'inclure dans mon système téléphonique. Je veux que les gens appellent et qu'ils aient la même expérience de mon chatbot, mais par la voix. Alors, il y a un aspect de reconnaissance de la voix qui se fait pour reconnaître l'intention. Fait que l'engin speech-to-text, lui, détecte la voix, transcrit en mode texte, parce que les services Watson fonctionnent uniquement en mode texte. Alors, ça prend un API un service cognitif qui transforme la voix en texte. Et ce texte-là est ensuite envoyé à Watson Assistant qui va détecter l'intention, dire je veux rajouter une carte de crédit à mon compte
Oui, et Watson Assistant va l'amener dans un genre de self-service qui va lui permettre de rajouter sa carte de crédit. Et oui, avec toute l'interaction avec les back-ends, dire voici ton nouveau numéro de carte de crédit et on va vous la faire parvenir dans 3 ou 4 semaines. Est-ce que je peux vous aider? Ou si à un moment donné, il y a un niveau d'insatisfaction qui est détecté, à ce moment-là, on peut, où la personne dit « je veux parler à un agent », oui, on va la transférer à une personne, mais le traitement se fait uniquement par la voix. C'est vraiment quelque chose qui est en essor ces temps-ci. Très bien. Donc là aussi, tout à l'heure je l'ai dit, pourquoi on s'intéresse au RPA? Pourquoi on s'intéresse à l'IA, particulièrement chez INSO? Donc la première chose, c'est qu'on essaie d'aider les conseillers. Donc on est vraiment dans une logique d'augmentation des capacités du conseiller. Il y a quelques cas où on peut réussir à automatiser, mais le vrai axe de progrès, c'est vraiment d'aider les conseillers. Et aider les conseillers à quoi? À comprendre ce que veulent les clients et à mieux piloter leur activité au travers de ça. Et on aura INSO, c'est une plateforme. Ça veut dire quoi plateforme versus un produit? C'est que on est une plateforme très ouverte avec des API. On n'a pas vocation à tout redévelopper au sein d'INSO. On travaille avec beaucoup de partenaires. Et ce qui nous intéresse, c'est de vous donner la possibilité de mettre à disposition de vos équipes des technologies sur le marché, également des savoir-faire, des expériences que vous pouvez, j'ai envie de dire, d'installer de façon chirurgicale dans vos process au travers de notre plateforme. Et ça passe de l'analyse d'un email à effectivement la logique d'une escalade où on va venir enrichir les données pour aider les équipes d'experts à pouvoir mieux répondre aux cas. J'ai envie de vous poser la question. On a un parterre là, très expérimenté sur les projets IA. Il y a des projets, je sais qu'il y a plein de projets IA dont on ne parle pas, qui ne marchent pas. On va voir. On ne va pas opposer les technologies. Il y a des projets qui ne marchent pas, on n'en parle jamais. Et moi, j'aimerais quand même vous dire, voilà, des fois, ça ne marche pas, on le sait. Et la question, c'est pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est la techno? Pourquoi, de temps en temps, vous avez des projets qui ne fonctionnent pas? Et en miroir, c'est quoi les clés de succès pour réussir un projet? Alors, je pense qu'il y a un point, le premier point qui me vient à l'esprit et qui est crucial, c'est on parle du digital, on parle de RPA, IA. Faut pas oublier que c'est l'humain qui permet de prendre les décisions, qui permet de faire avancer, qui permet aussi de s'adapter. Donc, il y a vraiment l'importance d'avoir bien embarqué les personnes et à tous les niveaux de l'organisation. C'est juste du basique, mais il faut le rappeler à chaque fois. Que le sponsorship soit convaincu. Honnêtement, avec cette technologie, vu qu'il y a un ROI qui est assez intéressant, qui est prouvé parce que ça s'est démontré dans d'autres organisations, le top management peut être, je pense, rapidement convaincu plus que dans d'autres types de projets. Ensuite, il y a le management, le middle management qui doit être aussi embarqué. C'est eux qui vont vous jouer ce rôle de door opener, c'est eux qui vont aider à trouver les bons use cases, c'est eux qui vont vraiment aider à travailler le fond et à pouvoir ouvrir les portes auprès des opérationnels qui, eux aussi, doivent être embarqués de la bonne manière dans le projet. Donc avant toute la chaîne, juste pour finir sur les collaborateurs, c'est eux qui vont être au quotidien dans l'utilisation de la techno. Si jamais on arrive juste et qu'on dit du jour au lendemain, tu as 30% de tes tâches qui vont être faites par un robot, c'est d'entrée de jeu, on sait que c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, donc il faut vraiment embarquer le collaborateur, lui rappeler qu'il va avoir d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée qui vont être attendues de lui. Peut-être ce point-là, juste, il y en a beaucoup d'autres, mais juste l'autre qui est très important, évidemment, c'est bien d'embarquer, de bien travailler avec l'IT, qui est le sparring partner du projet. C'est-à-dire que c'est un projet métier, quand on parle de mettre du RPA ou mettre du machine learning plus du RPA, ce qu'on fait dans notre quotidien. Le métier va être tout de suite séduit, il va vouloir y aller rapidement. C'est une évidence, il voit tout de suite que c'est juste matérialiser comment ces process peuvent être digitalisés. Il peut y avoir cette tendance de vouloir le faire un peu trop dans le dos de l'IT, c'est juste l'erreur à ne pas commettre. Il faut vraiment avoir... Rien faire dans le dos de l'IT et des achats. Voilà. Bon, il y en a qui ont essayé au début, ça ne marche pas du tout. Donc vraiment bien avoir l'IT en tant que sparring partner. Et alors Marco, qu'est-ce qui se dit dans les post-mortem d'IBM lorsque ça n'a pas marché? Oui, je crois que je suis 100% d'accord avec ce que mon collègue vient de mentionner, mais je crois que ce qui est extrêmement important, c'est de bien identifier les utilisateurs cibles
de vos solutions et de les embarquer le plus tôt possible dans la phase de design de vos solutions. On mentionne ça dans tous nos projets avec le client et la réponse que les clients nous disent, c'est on les connaît, nos utilisateurs, on sait comment ils demandent les choses, on sait comment ils interagissent avec nos systèmes, voici comment on va le monter, on les connaît. Et c'est toujours une période de grand stress quand on arrive avec le User Acceptance Testing, quand on expose aux vrais utilisateurs et le système ne se comporte pas et on réalise que non, finalement, les utilisateurs, ils ne demandent pas les choses de cette façon-là, où l'utilisateur, lui, ce qu'il veut, c'est, par exemple, les réclamations. Je ne veux pas savoir de l'information sur les produits. Moi, je veux qu'on traite ma réclamation. Alors, la définition du use case, du cas d'usage, est extrêmement important aussi. Alors, c'est, je crois, l'aspect le plus important à mettre en place, c'est d'impliquer les utilisateurs. Et dans tous les post-mortem, ce n'est pas nous, c'est le client qui dit « Vous aviez raison, on aurait dû impliquer l'utilisateur parce que c'est lui qui va vous fournir le feedback le plus important dans le design et qui va vous permettre de façon rapide d'ajuster votre solution et de s'assurer à 100% que vous répondez à la demande de votre utilisateur. » Donc du coup, les maîtrises d'ouvrage se confrontent à la vraie vie à un moment du projet. Donc les deux phases clés que je retiens, et c'est vrai que j'ai aussi eu cette expérience-là. Donc le premier, c'est il faut avoir un cas d'usage bien précis. On prend le cas du mail. On va prendre deux cas précis. Il peut y avoir un cas très ciblé. Et je pense que c'est un projet que vous avez mené où on veut, lorsqu'on reçoit une référence d'un produit, quelle que soit la manière dont c'est formulé, on renvoie, alors c'est un point de douleur au départ pour le client parce qu'il essaye d'avoir une information par rapport à un produit. Et finalement, on peut lui répondre de façon automatique avec quelque chose de très bien paginé. Voici un rappel sur votre produit. Et donc, on transforme un point de douleur par une expérience réussie. Et donc là, c'est des cas d'usage que j'aime bien. Et là, c'est très précis parce qu'on dit, voilà, notre objectif, dans les spécifications, ce sera très clair qu'on est sur un point très ciblé. Et puis le cas de Crédit Mutuel que tu nous as expliqué, beaucoup plus large, où on a des stratégies de compréhension, mais surtout de décision, d'action très différentes entre la réponse automatique, l'aide à la réponse, l'aide à la décision, l'enrichissement d'informations pour des experts et autres. Donc là, c'est vraiment pour mettre en lumière ton conseil, ton conseil d'amis à qui voudrait démarrer un projet d'IA. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions autour de ces sujets. N'hésitez pas, si vous avez des projets d'IA, de RPA ou en cours, on sera ravis de pouvoir continuer cette discussion. Il y a des questions? Bonjour, Hélène Napoli, Crédit Agricole Assurance. J'ai en charge la RPA Factory, entre autres, à l'IT. J'avais une question. Quel est pour vous le moyen ensuite d'accélérer le déploiement de l'automatisation de la RPA, de ces process? Qu'est-ce qui va faciliter les déploiements une fois qu'on a fait les premiers? Alors, ne connaissant pas exactement le niveau de maturité, je vais peut-être vous dire des évidences, mais le sujet clé, enfin un des sujets clés, le troisième peut-être qu'on aurait dû mentionner, c'est trouver les bons use cases. Et les use cases, c'est les opérationnels, c'est les gens qui vivent les opérations au quotidien qui peuvent les remonter. Alors, il y a plusieurs, enfin on utilise en tout cas plusieurs méthodes. Premièrement, et c'est pas moi qui le dis, c'est mes clients, on communique jamais suffisamment. Donc vraiment, communiquer auprès des différentes directions, les embarquer, communiquer, rappeler tout ce qui a été démontré, tout ce qui a pu être fait déjà dans la maison. Je vous apprends rien, un POC ou un pilote surtout, ça a une valeur très forte. Donc faire ce travail de communication auprès de toutes les directions opérationnelles pour les embarquer, c'est essentiel. Ensuite, il y a des accélérateurs. Donc nous, on fait des beaux tâtons, donc un hackathon autour de la robotique.
ce qui va permettre de faire vraiment rentrer les opérationnels. Donc, quand on parle de ça, c'est juste concrètement le matin, les gens mettent les mains et commencent à toucher un petit peu du doigt du RPA ou d'algorithmie. Et l'après-midi, en général, il y a une effusion, enfin, en général, heureusement à chaque fois, une effusion de cas. Mais oui, mais ça, c'est mon quotidien. En fait, ça me donne telles idées. Donc, il y a ces accélérateurs-là. Après, on met aussi en place des plateformes internes avec la bonne communication autour pour collecter les use cases, que les opérationnels, une fois sensibilisés, puissent avoir ce qu'on appelle le guichet d'automatisation pour que les collaborateurs puissent les remonter. Mais je vous donne quelques illustrations, mais ça passe vraiment beaucoup par la communication embarquée. Et encore une fois, c'est assez intéressant parce que ça paraît simple, on en parle comme ça, mais pour un opérationnel qui est dans son quotidien, c'est pas évident. Donc vraiment démythifier le sujet, lui montrer des cas concrets, lui montrer des choses qui doivent peut-être déjà tourner chez vous, c'est un accélérateur énorme. Et ensuite, avoir les bons outils autour pour bien collecter les use cases, c'est essentiel. Sinon, ça part un petit peu dans tous les sens, ou ça reste à des niveaux très, très isolés, sans forcément être bien capté. Merci. D'autres questions dans la salle? Michel Lopez pour la société Direct Assurance. Vous m'avez parlé de la voix, vous m'avez parlé du mail. Je pense que c'est les deux gros leviers aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà un petit pas vers l'avant sur toute la partie digitale, je pense messaging, WhatsApp, tous ces nouveaux canaux de com qui sont en train de grandir? Est-ce que l'IA ou la RPA, je ne sais pas si ça peut faire le job, mais est-ce que vous avez déjà des embryons d'idées ou d'avancement? Est-ce qu'il y a un essor vers ces canaux-là? La réponse est oui. On a, au niveau de la voix, on a une composante qui s'appelle le Voice Gateway qui fait l'interaction entre SMS et le chatbot. Et on peut fonctionner avec multicanal. Ça peut être autant la voix, traitement que par SMS. Fait que, la réponse simple, c'est oui. On peut utiliser tous ces canaux. Du coup, vous avez déjà des utilisateurs, des expériences qui utilisent déjà ça? Présentement, on a quelques projets sur lesquels on est en train de travailler. Malheureusement, on n'est pas encore rendu en production avec ces clients-là, mais oui. Et c'est tout le Voice Gateway qui gère le changement de canal. Pendant que toutes les API de Watson sont en arrière-plan, le Voice Gateway, lui, détermine si je vais aller vers le SMS pour avoir une réponse. La personne peut interagir entièrement en SMS ou au milieu de la conversation, il peut dire « je passe en mode voix ». Et le système, le Voice Gateway, va faire la transition et la conversation va pouvoir se continuer par la voix. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense qu'il y a pas mal. Peut-être que ces canaux conversationnels se prêtent un peu moins au RPA et davantage à l'IA. L'intérêt, notamment déjà par rapport au texte long, c'est que dans un échange conversationnel, où il y a un peu une conversation ping-pong, on arrive à réduire au fur et à mesure le niveau d'incertitude qui existe sur l'intention du client. Donc on fonctionne par entonnoir. Et donc ça, c'est très puissant pour arriver à atteindre cette compréhension, cette détection de l'intention et avoir une stratégie de réponse qui est intéressante. Donc ça fonctionne principalement sur le chat, sur les réseaux sociaux et en particulier sur le messaging, pardon. Il y a pour tous les acteurs qui sont un peu innovants en la matière, et donc dont tu fais partie, il y a aussi une recherche expérientielle qui existe. Et donc, les acteurs à qui on peut discuter ne sont pas dans une recherche d'automatisation directe, mais sont plutôt en train d'ouvrir un nouveau canal qui va permettre d'aller effectivement répondre à certaines générations ou à certains besoins et d'avoir des stratégies de scénario avec beaucoup d'UX pour profiter du canal qui est beaucoup plus riche que du pur texte pour pouvoir justement proposer des carousels pour faire des démonstrations autour de ce qui est possible d'apporter aux clients. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'automatisation à apporter sur ces nouveaux canaux une fois on aura passé cette étape purement expérientielle pour revenir dans une efficacité opérationnelle. Et je pense que c'est un sujet qui t'intéresse.
d'avoir cette efficacité opérationnelle également sur ces canaux. On a d'autres questions? Bonjour, Ludovic Baudouet d'Internet France. Vous avez clairement mis en évidence les gains et puis les facteurs clés de succès sur ces démarches de RPA. Moi, j'ai une question assez simple, basique. C'est combien de temps en moyenne pour la mise en place? Ouais, et Ludovic a mis plusieurs projets d'automatisation en place, donc il connaît bien ce sujet. Alors, avec l'expérience maintenant, on a structuré, on a une réponse assez claire par rapport aux durées de développement, dans le sens où on a classifié de manière assez simple entre simple, moyen, complexe et ad hoc. Si je parle, alors il y a un point important qui est évidemment à prendre en compte. C'est si on parle du point zéro, qui est de dire juste on n'a rien et on voudrait robotiser. Donc en fait, si on prend un use case concret, il y a forcément en amont, et je ne vous apprends rien, une phase d'analyse de process qui est cruciale. Et c'est le cœur du sujet, parce qu'après, c'est juste le développement, la matérialisation de ce qui aura été réfléchi. Si on parle de zéro à rien, sur un projet simple, c'est 1 mois et demi à peu près pour un robot. Sur un projet complexe, ça peut être jusqu'à 3 mois et demi. Et 3 mois et demi, 4 mois. Donc on parle d'un use case, enfin un robot, pardon, donc un bout de processus robotisé. Donc ça reste des temps très rapides. Après, il y a certains clients qui se lancent, qu'on accompagne dans des projets ad hoc pour des robots, ce que l'on déconseille, parce que ça devient presque trop gros pour ce qu'est un robot, et on dévoie un peu par rapport à son ambition. Mais dans les grandes masses, je dirais voilà, entre 1 mois et demi et 3 mois et demi pour déployer des robots. Après, le use case, enfin le projet qu'on a partagé pour le client espagnol, on était sur 200 robots. Donc forcément, on passe dans des échelles différentes. Et ce qui est peut-être aussi intéressant, ou plutôt à appréhender quand on met ce type de projet, c'est qu'un robot, 2 robots dans une organisation, c'est facile, c'est très facile à mettre en œuvre et ensuite à maintenir. Quand on part dans des logiques de ce type-là, c'est évidemment un autre niveau. Il y a beaucoup plus de préparation au niveau gouvernance. Qui pilote les robots? Qui est honneur du robot? À quel moment le métier est responsable? À quel moment l'organisation, qu'on appelle généralement le centre d'excellence robotique, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais l'organisation qui va gérer les robots va être structurée. Et là, on passe vraiment dans une autre échelle. Et peut-être Marco, juste pour répondre à cette question, donc les 2 cas, le cas d'une réponse automatique, une intention, un mail simple, sans adhérence avec le SI derrière, d'intégration forte, combien de temps? Et l'autre en regard, donc le Crédit Agricole, voilà, 200 produits avec les 300 000 mails par jour. Et il n'est peut-être pas terminé le projet, je ne sais pas. Je dirais un email simple, comme une détection d'intention. On peut parler peut-être de 4 à 6 semaines. Si on parle juste d'une détection d'intention, la question qui est posée, et on retourne une réponse automatisée. Voilà, c'est ça. C'est toute l'analyse des emails types. Et tout est dans le volume de données. Plus on a de données, plus l'engin va être bien formé pour identifier ces emails-là. Mais je dirais en général, c'est 4 à 6 semaines. La phase d'analyse, la phase d'annotation, la phase d'entraînement et la phase de test. Environ 4 à 6 semaines pour un use case simple, mais c'était sur plusieurs années, là, parce qu'on parlait non seulement de l'identification d'intention, mais il y avait des points très précis au niveau du sentiment qui devait être identifié, et aussi le processus décisionnel, de dire, quand on pose une question sur un produit bien précis et le client est insatisfait, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'il y a tout le design du processus décisionnel, le processus d'escalade et tout ça. Fait que c'est un projet assez complexe et comme vous pouvez l'imaginer, c'est de trouver tous les emails typiques d'une escalade, du produit. On parlait de 120 produits, alors identifier les 120 produits, les différentes composantes, sous-composantes, les facteurs et tout ça. La phase d'annotation, c'est la phase la plus longue.
dans un projet comme ça, parce qu'on demande à des experts de regarder les emails et d'aller dans Knowledge Studio. Et il y a une interface graphique, mais il faut quand même qu'ils identifient les passages qui disent ça, c'est le nom du produit, ça, c'est un sentiment négatif, et ainsi de suite. Fait qu'il y a une phase d'annotation pour On va répondre à ta question, Ludovic. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une dernière question parce que je suis une fille très très pratique et pragmatique. Et donc par rapport à tous ceux qui sont dans la salle, en fait, ça serait quoi les critères pour une marque pour se dire là ça vaut la peine que je me pose la question de mettre en place du RPA, ou là ça vaut la peine que je me pose la question d'aller voir une solution IA. C'est quoi les critères qui vont me faire dire, OK, moi, décideur, je dois me poser la question, oui, c'est quelque chose éventuellement à envisager. Alors, je pense que ce qui est important, c'est, encore une fois, l'approche qu'on a, c'est vraiment pas de regarder pour coller un robot ou pour mettre de l'IA, c'est dans plein de cas de figure, regarder comment accompagner le client pour transformer son processus, répondre au mieux à la valeur ajoutée recherchée. Alors, une fois que je dis ça, concrètement, ça veut dire quoi? C'est que la combinaison qu'on peut proposer sur un process va être un petit peu de RPA, peut être un peu de RPA, un peu d'IA, voire une évolution de leur récit existant. C'est tout bête, mais on appelle juste ça le business case continu, c'est-à-dire qu'on n'est pas prédéterminé pour se dire on part dans telle ou telle solution. On fait juste un axe classique de voir la complexité avec la faisabilité. Et dans certains cas, le RPA, si je prends un cas classique, parce que je pense que c'est un peu plus facile à appréhender que de l'IA, pour des raisons, je dirais, mécaniques. Si jamais on est dans un cas de figure où c'est une règle connue ou qui est facile, une règle de gestion facile à identifier, le RPA peut être tout à fait approprié. Dès qu'on passe dans quelque chose où il y aura de l'intentionnel à comprendre, du jugement humain qui n'est pas forcément aujourd'hui bien déterminé, l'IA va être soit une solution isolée, soit une solution qui peut venir compléter le RPA. Et pour aller même plus concrètement, enfin pour illustrer encore plus ces propos-là, récemment on a reçu un appel d'offres, le client avait déjà fait une préanalyse en disant voilà mes 5 use cases. Sur les 5 use cases, on avait un expert de l'outil, c'était sur un CRM, il y avait 2 use cases, on lui a dit on peut faire un RPA dessus, hein. Simplement nous notre connaissance de votre solution, faire une petite évolution SI, ça peut vous coûter moins cher, c'est plus opportun. Donc c'est encore une fois vraiment cette logique de c'est quoi le meilleur levier pour accompagner le client, qui peut parfois être différentes solutions. Juste pour compléter, enfin, à nouveau, je pense qu'il faut surtout pas les opposer. C'est pas ou, c'est à chaque fois effectivement en partant des opportunités de digitalisation ou d'amélioration de la satisfaction client, c'est repartir de ça et de se dire quelle est la bonne technologie pour. Je pense que il peut y avoir aussi un peu de la gestion quelque part de risque, parce qu'il n'y a jamais un projet qui a un ROI garanti, ce serait trop simple. Le RPA, le gros intérêt, et on le voit assez vite effectivement dans une phase de design, on peut assez vite estimer les gains escomptés. À nouveau, les ROI sont courts. Avoir des projets d'automatisation avec du RPA pour automatiser un certain nombre de tâches super répétitives à faible valeur ajoutée, ça peut générer du ROI qui permet de financer des projets peut-être plus exploratoires sur des technologies peut-être moins installées, mais qu'on ne peut pas ignorer parce qu'il peut y avoir aussi de très belles opportunités à détecter. Moi, ce que je conseille, c'est commencer avec un use case simple. Le plus simple possible et de construire de façon incrémentielle. Parce que le premier use case, c'est là que vous allez faire votre apprentissage. C'est là que vous allez apprendre qu'est-ce que ça prend avec l'IA, comment former ce service-là. Si vous voulez faire de l'automatisation d'email, prenez tout simplement une détection d'intention et une réponse automatisée. Ça, c'est très simple. Mais une fois que vous allez comprendre le processus, là, vous pourrez commencer
à concevoir le processus décisionnel que je parlais dans des cas un peu plus complexes. Désirez-vous faire une escalade? Parce que si vous commencez trop complexe et que le projet ne fonctionne pas en bout de ligne, tout le monde est désappointé, tout le monde est désabusé, tout le monde est désillusionné. Finalement, l'IA, ça ne fonctionne pas comme on se l'attendait. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit chez tous nos clients. C'est sûr qu'ils veulent le meilleur cas possible qui va amener le plus gros ROI possible, mais souvent, c'est des cas tellement complexes et qui demandent un investissement tellement élevé que ça cause des inquiétudes auprès des gestionnaires qui disent « Wow, vous en demandez beaucoup », alors que d'y aller avec quelque chose de vraiment simple et de démontrer la valeur immédiatement et rapidement. Ça, habituellement, l'adoption, après ça, c'est comme « Wow, là, on voit les use cases commencer à s'enligner un derrière l'autre et construire au-dessus. » Moi, peut-être simplement juste un petit complément, c'est qu'est-ce qu'on fait, on parlait tout à l'heure d'innovation de terrain, pour savoir s'il faut en faire ou pas. Déjà, il y a une observation très directe, on va sur les plateaux, déjà quand on entend trop de nombre de clics, quand on voit les gens souffrir devant les applications, quand on les voit switcher, les contrôles alt-sup, et tous ceux là que je vois un peu au chez de la tête savent que voilà, c'est à ces moments-là on se dit mais on doit faire quelque chose pour eux déjà, parce qu'on a parlé de l'expérience conseillée, très importante. Du point de vue de l'IA, c'est un petit peu différent. Là, il faut plutôt partir de l'analytique. On regarde un petit peu ces dashboards d'email, on regarde ces dashboards de conversation et on se dit, tiens, c'est marrant, il y a vraiment un peu une Pareto qui est en train de se produire où 80% de mes ressources sont en train de répondre à une thématique donnée. Et à partir de ce moment-là, je vais réussir à mieux, on va dire, cadrer ma problématique que je veux automatiser. Voilà, j'espère qu'on a répondu à cette dernière question. Je voulais vraiment vous remercier infiniment d'avoir partagé votre expérience et vos feedbacks clients concrets avec nous. À moins qu'il y ait une dernière question, je pense est-ce qu'on est on time, Anna? On est on time, merci beaucoup. Timekeeper. Je veux dire, non.